Naufrage d'une embarcation sur le fleuve Ubangui en Centrafrique. Le drame qui s'est produit lundi a fait de nombreux disparus. Vaste opération antiterroriste en Belgique. 2 djihadistes présumés y ont perdu la vie. Des attentats imminents étaient en pleine préparation. Le pape François aux Philippines a appelé les autorités à lutter contre les inégalités sociales scandaleuses. Bonsoir et bienvenue à vous dans ce journal. Près de 100 personnes sont portées disparues en Centrafrique après le naufrage lundi d'une embarcation sur le fleuve Ubangui. L'annonce a été faite jeudi de sources officielles à Bangui. Le naufrage s'est produit au niveau de la localité de Modalé après l'explosion du moteur de l'embarcation. Sur explication d'un responsable de la force navale centrafricaine, cette explosion a provoqué un incendie à bord. Au moins 80 personnes sont montées à bord de cette embarcation dénommée Nouvelle-Jérusalem au départ de Bangui. D'autres ont aussi embarqué avec leurs bagages au cours du parcours, portant à plus de 100 personnes le nombre de passagers. Un survivant nous narre ce qu'il a vu se passer. Il y a le feu qui a envahi la baleinière tout entière. Lorsque le feu a envahi la baleinière, tout le monde allait se sauver. Il y a 2 conditions qui se présentaient devant nous. Si vous ne voulez pas tomber dans l'eau ou vous restez dans la baleinière, que vous soyez brûlé avec la baleinière. Si vous préférez fuir la baleinière, tomber dans l'eau. Si vous ne savez pas nager, vous restez dans l'eau. C'était ce qui s'est passé. Selon le maire du 7e arrondissement de Bangui, pour l'instant, un seul corps, celui d'un enfant, a pu être repêché et transféré à Bangui en compagnie de sa mère, l'une des rares rescapées. Il est encore difficile de déterminer le nombre exact de personnes disparues. Au Mozambique, le nouveau président Filipe Nyusi a prêté serment jeudi à Maputo. Était présent lors de la cérémonie les chefs d'État voisins, notamment l'Afrique du Sud et le Malawi, ainsi que des représentants européens. Reportage. Filipe Nyusi aura la lourde tâche de consolider la paix avec la Renamo, principale force d'opposition exclue du pouvoir depuis 40 ans. C'est la condition première pour rassurer les investisseurs et répondre aux attentes sociales des Mozambicains. La Renamo, qui ne reconnaît pas le résultat de l'élection présidentielle et conteste la légitimité du nouveau président, était absente après avoir boycotté la session inaugurale de l'Assemblée lundi. Âgé de 55 ans, Filipe Nyusi, précédemment ministre de la Défense depuis 2008, a été choisi il y a 1 an par le Frélimo pour succéder à Armando Guebuza au pouvoir depuis 10 ans. Le tout nouvellement installé a promis œuvrer pour un dialogue constructif avec toutes les forces politiques et les organisations civiles pour promouvoir la paix. Le Mozambique célébrera en juin 2015 40 ans d'indépendance, mais aussi 40 ans de pouvoir pour le Frélimo. Le premier défi sera de stabiliser le climat politique dans un contexte de radicalisation de la Renamo. Son leader, Afonso Dhlakama, a fait monter les enchères en menaçant samedi de créer une province autonome dans le centre et le nord du pays. Armando Guebuza continuera de fait à prendre une part essentielle aux décisions car il conservera jusqu'en 2017 la présidence du parti au pouvoir. Dossier et exaction de Boko Haram au Nigeria et dans les pays voisins. Au Cameroun, le président Paul Biya a annoncé jeudi l'arrivée prochaine des troupes tchadiennes dans le cadre de la lutte contre ce groupe. Selon un communiqué du porte-parole du gouvernement camerounais, le président tchadien Idriss Déby enverrait au Cameroun un important contingent des forces armées tchadiennes. Leur mission, appuyer les forces armées camerounaises qui font face aux attaques répétées de Boko Haram sur le sol camerounais. Le communiqué ne précise ni les effectifs du contingent tchadien ni la date de son déploiement au Cameroun.
Et parlant toujours terrorisme, en 6 années d'insurrection, les islamistes de Boko Haram ont mené leur offensive la plus meurtrière en début de ce mois de janvier dans le nord-est du Nigeria. Une offensive que le secrétaire d'État américain a qualifiée de crime contre l'humanité. Ces images fournies par Amnesty International témoignent des ravages de la plus sanglante attaque de Boko Haram. Cette image, prise la veille de l'assaut des islamistes, puis une autre 5 jours après, montre l'étendue des destructions à Baga et Dorombaga dans le nord-est du Nigeria. Selon Amnesty International, plus de 3700 bâtiments ont été endommagés ou détruits et plusieurs centaines de personnes pourraient avoir péri lors de l'attaque. Une violence vivement critiquée par Washington. En ce qui concerne Boko Haram, laissez-moi mettre une chose au clair. Je ne sais pas pourquoi on dit que nous sommes silencieux, car j'ai parlé de Boko Haram à de nombreuses reprises, et ce qu'ils ont fait lors de ce récent massacre est un crime contre l'humanité, rien de moins. Un massacre dont le bilan humain exact reste encore inconnu. L'armée nigériane, qui a tendance à minimiser les bilans, a affirmé que seulement 150 personnes avaient été tuées. Mais tous les témoignages concordent pour détailler une atrocité sans précédent. Ces 12 derniers mois, nous avons vraiment une escalade du conflit dans le nord-est du Nigeria. En 2014, nous pensons que plus de 4000 personnes ont été tuées par le groupe, la plus grande partie étant des civils. Donc c'est vraiment la dernière d'une série d'attaques menées par le groupe et en réalité la plus meurtrière. Boko Haram sème la terreur depuis 6 ans dans le nord-est du Nigeria et menace les pays voisins. Le kidnapping de plus de 200 lycéennes en avril 2014 avait suscité l'indignation internationale avant de faiblir. Cette dernière flambée de violence à Baga survient près d'un mois avant l'élection présidentielle et laisse craindre un scrutin à haut risque le 14 février. Et la Belgique répond de nouveau à un attentat terroriste manqué. C'était hier à travers une vaste opération antiterroriste menée par la police dans plusieurs villes du pays. Le bilan humain fait état de 2 djihadistes présumés abattus. Les intéressés revenaient de la Syrie et s'apprêtaient à frapper le cœur du dispositif sécuritaire en place. La Belgique échappe à des attentats terroristes d'envergure. Ce titre à la une du quotidien belge, L'Écho, traduit en des termes à peine voilés, les heures chaudes vécues un peu plus tôt par les populations de ce pays de l'Europe de l'Ouest, une semaine après les attentats meurtriers de Paris. Seulement ici, le pire a été évité de justesse. Tout se serait produit en un temps record à Verviers, une ville de l'Est du pays. Trace des membres d'une cellule opérationnelle sur le point de commettre des attentats, la police aurait été accueillie par des coups de feu nourris aux moyens d'armes de guerre et d'armes de poing, dont certaines de type Kalachnikov. Même blessés et au sol, au dire du parquet fédéral, les suspects ont continué à tirer. Les échanges de tirs ont finalement été fatals à 2 d'entre eux. Sur place, un 3e suspect a été interpellé. Aucun témoin ou policier n'aura toutefois été blessé, quoique la menace, en croit le parquet, visait les services de police. Les 3 assaillants impliqués dans l'opération de Verviers étaient tous de jeunes gens belges partis combattre en Syrie et revenus il y a juste une semaine. Si l'attentat a pu être déjoué, c'est en partie parce qu'ils avaient depuis été mis sur écoute. Selon des données officielles, plus de 330 Belges sont partis combattre en Syrie, où 50 ont trouvé la mort. Cependant, 101 sont revenus au pays. Verviers est considéré avec certains quartiers et banlieues de Bruxelles comme un des principaux foyers de radicalisation islamiste en Belgique. Une zone surveillée de près, comme le lait sur le feu. Suite à cette vaste opération antiterroriste qui a été menée jeudi par la police dans plusieurs villes de Belgique, quelques résidents ont bien voulu donner leurs impressions. Nous nous sentons rassurés par rapport à l'efficacité des forces de l'ordre qui ont pu déjouer des attentats qui étaient, paraît-il, imminents. Et je crois qu'il faut surtout ne pas avoir peur. Céder à la panique, c'est faire le jeu du terrorisme. Je suis d'un pays, Pakistan, qui est plus touché du terrorisme. L'islam, tout ça, ça n'a rien à voir tout ce qu'ils font. Moi, je pense que leur plus grand problème, c'est des imams et qui leur apprennent des choses extrêmes ou quoi. Ça nous inquiète, je pense, tous, dans le sens où
Ils sont sûrement pas les seuls sur le terrain, sur notre territoire, et le fait que la police passe comme cela en action maintenant et qu'ils arrivent de plus en plus à déjouer et que ça ait comme un effet de domino, j'ai peur que de l'autre côté ça ait aussi un effet domino et qu'ils se disent bon ben on va agir d'autant plus vite avant qu'ils nous attrapent. Le pape François est arrivé aux Philippines en profondeur de la corruption, appelant les autorités à lutter contre des inégalités sociales scandaleuses et le dévouement des ressources dans ce pays. Environ un quart de la population de l'archipel vit avec moins de 60 cents américains par jour, selon les dernières estimations officielles. Le souverain pontife a appelé les autorités à réformer les structures sociales qui entretiennent la pauvreté et l'exclusion des pauvres. Il faut que chacun proclame son refus ferme de toute forme de corruption qui détourne les ressources destinées aux pauvres. Un appel lancé par le souverain pontife à l'occasion de son dernier discours officiel dans l'archipel où il est arrivé jeudi. Le pape s'adressait aux autorités politiques et aux corps diplomatiques réunis au palais présidentiel où il est arrivé dans une minuscule voiture banalisée, acclamée sur les trottoirs par une foule immense et enthousiaste. Lors d'une messe célébrée dans la cathédrale de Manille, le Saint-Père a appelé l'Église à reconnaître et combattre les causes de l'inégalité et de l'injustice profondément enracinées qui salissent le visage de la société philippine. Ce second périple du pape argentin en Asie, après son voyage en Corée du Sud, est destiné à encourager une région perçue par le Vatican comme une terre d'avenir pour le catholicisme. Le point fort du séjour devrait être la messe finale du Rizal Park de Manille dimanche, en dépit de prévisions météorologiques maussades, où un nombre record de fidèles, estimé à 6 millions, pourrait affluer. Le pape est également attendu samedi à Tacloban, sur l'île de Leyte, à 650 km de la capitale Manille. Plus de 40 000 soldats et policiers seront déployés dans l'archipel où deux souverains pontifes, Paul VI et Jean-Paul II, ont été par le passé l'objet de tentatives d'assassinat. Et à présent, une note de sport dans cette édition. C'est une course contre la montre qui s'achève pour la Guinée équatoriale. Elle qui a eu moins de 2 mois pour se préparer à accueillir ce grand rendez-vous du football africain. À quelques heures du coup d'envoi de la CAN 2015, les organisateurs assurent que tout est prêt. À quelques heures du coup d'envoi de la CAN 2015, prévu du 17 janvier au 8 février, la Guinée équatoriale doit lever tous les doutes sur sa capacité à accueillir au pied levé le tournoi. Mais avec l'arrivée des équipes qui a commencé, des plaintes se font déjà entendre. Pour l'instant, c'est la logistique qui est décriée par les premiers venus. Mais pour les organisateurs, il n'y a aucun problème. On n'avait que 57 jours, je crois, moins de 2 mois. Et on a bien organisé tout. Peut-être le problème viendra des gens qui vont venir pour voir l'événement. Donc ici en Guinée, il n'y a pas aucun problème. Il n'y a pas de problème de visa. On a établi un protocole pour demander le visa d'entrée. Les gens qui parlent, qui n'ont pas de visa, ils doivent passer à l'ambassade de la Guinée dans ces pays. Afin de prévenir le phénomène des stades vides observé lors des précédents tournois, la Guinée équatoriale a récemment multiplié les initiatives afin de remplir ses infrastructures. Lundi, le président équato-guinéen a annoncé l'achat de 40 000 places sur ses deniers personnels. Les entrées doivent être distribuées aux supporters les plus démunis. Mais avant ce grand rendez-vous du football africain, 2 opposants politiques ont été arrêtés mercredi alors qu'ils distribuaient des affiches et t-shirts demandant à la population de ne pas aller dans les stades comme l'a souhaité le président équato-guinéen. Selon la police, ces opposants seront détenus en cellule jusqu'à la fin de la CAN 2015. Mais leurs partisans promettent de saisir l'opportunité de cette CAN pour se faire entendre. La Guinée équatoriale va donner le coup d'envoi de la CAN 2015 le samedi 17 janvier au stade de Bata contre le Congo. Et c'est la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi, mesdames et messieurs. Très bonne suite de programme sur Sika.